Mon invitée du jour s'appelle Sophie Bobet. Elle est anthropologue de formation et biographe de métier. Depuis 10 ans, elle accompagne des personnes, souvent en fin de vie, à raconter leur histoire. Elle intervient au sein du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon et à l'Institut Curie à Paris. Quand elle intervient, elle n'est pas là pour écrire un testament, ni pour dresser un bilan, mais pour retrouver le fil. Un fil qu'elle tisse à partir d'une photo accrochée au mur, d'une chevalière portée à l'annulaire ou encore d'une couleur de vernis à ongles assortie à des chaussons. Sophie dit que la biographie est un chemin de traverse. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Elle recueille les confidences, les écrit comme elles arrivent, pas question de travestir les mots de celui qui se confie. Cela doit lui rester fidèle. Puis, elle les relie. Et dans ce miroir des mots, les personnes qu'elle accompagne s'entendent autrement. Elles enlèvent ce qu'elles avaient un peu brodé. Elles prénomment enfin ce qu'elles n'avaient jamais nommé. Elles se redressent. On pourrait croire qu'il est question de mort, mais avec elle, il est surtout question de vie. De se nourrir de sa propre existence, de renaître à soi-même. Je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui pour comprendre ce que raconter sa vie peut transformer jusqu'au bout. Bonjour Sophie. Bonjour Sarah. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Mais moi aussi, cette introduction est tellement belle. Donc voilà, on va plonger. On va plonger ensemble dans ce métier de biographe hospitalier. Alors tu m'as dit un jour que tu avais toujours aimé les chemins de traverse plutôt que les lignes droites. Alors d'où ça te vient ? Alors peut-être que c'est des questions de caractère, peut-être que c'est des questions d'histoire de vie, justement. Moi, mon histoire de vie a fait que il a fallu que je prenne des chemins de traverse pour voir où j'en étais par rapport à un certain nombre de choses qui m'étaient arrivées au cours de mon histoire quand j'étais petite. Et donc, j'ai eu le sentiment de prendre un chemin. Voilà, une fois que les choses étaient un petit peu claires et pourquoi j'avais pris ce chemin-là, il y en a un autre qui arrivait et du coup je me dis allez hop, j'emprunte celui-là parce qu'il faut que j'y sois un peu au clair sur qu'est-ce que c'est que les différences culturelles par exemple. Mais auparavant c'était qu'est-ce que c'est que d'enseigner autrement. Voilà, donc voilà, j'ai aussi été institutrice dans une école Montessori. Quand ça a été ce chemin de traverse-là. Et puis ensuite, ça a été départ vers l'ethnologie, comprendre comment vit l'autre. Hein, qu'est-ce que c'est que l'être humain dans cette grande diversité culturelle ? Et pourtant, on s'entend, et pourtant, on se comprend. L'être humain, on a tous à peu près les mêmes besoins, mais on les conjugue autrement. Et moi, ça m'intéressait de comprendre cela. Qu'est-ce qu'on invente, voilà. Et puis, un beau jour, d'altérité en altérité, je me suis retrouvée avec une autre l'altérité, qui était celle des patients en fin de vie. Voilà, ou disons des patients gravement malades. Et comment t'es arrivée là, justement ? Alors, c'est vrai que les dernières recherches que j'avais effectuées, c'était sur des trajectoires de migrants. Ça m'intéressait de comprendre comment ils arrivaient à vivre ici, y compris à mourir ici, comment ça s'inscrivait dans les rituels de leur communauté, dans leurs croyances. Et donc, en fait, là, je me suis vraiment retrouvée à faire beaucoup de monographies de personnes, beaucoup d'histoires individuelles, en rentrant évidemment dans l'intimité de chacun. Et d'intimité en intimité, je me suis rendu compte que en fait, il me parlait de mémoire, il me parlait de trajectoire, je les invitais à se retourner sur eux-mêmes pour se raconter. Et puis, ensuite, ça a été vraiment une opportunité. En fait, je faisais avec eux déjà des récits de vie, des biographies. Dans quel cadre, en fait ? Dans une asso ? Alors, c'était dans une recherche qui était réalisée autour des différents rituels funéraires, mais pas que. Aussi sur qu'est-ce que deviennent, par exemple, les travailleurs sans papier qu'on est allé chercher au pays, au village, pour reconstruire la France pendant les 30 Glorieuses. Et qu'est-ce que devenaient ces personnes ici ? Est-ce qu'elles faisaient famille ici ? Est-ce qu'elles élevaient leurs enfants ici ? Ou est-ce qu'au contraire, elles n'avaient qu'une envie, c'était de retourner sur leur terre natale ? Et moi, ça m'intéressait de comprendre ces trajectoires. D'abord parce qu'elles sont multiples, elles sont différentes, mais aussi de comprendre quand ils arrivaient, disons, à l'âge de la retraite, quels étaient leurs destins, comment ils entendaient poursuivre leur vie
entre ici et ailleurs. Et donc, du coup, je me retrouvais effectivement à travailler aussi avec certains qui avaient fait famille ici, qui étaient grands-parents, arrière-grands-parents, et d'autres qui vivaient seuls dans un foyer Sonacotra, qui n'avaient plus aucun lien au pays et qui se demandaient où est-ce qu'ils allaient continuer leur vie. Voilà. Donc cette recherche-là, elle a été pour moi très nourrissante, en même temps confrontée aussi à beaucoup de douleurs, des gens qui avaient vécu des choses compliquées. Et puis, et voilà, et alors, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je continue dans ce chemin d'histoire de vie. Et puis, j'ai eu l'opportunité, en fait, de faire une biographie sans vraiment l'avoir cherché. C'était le père d'un ami qui était gravement malade. Et cet ami, je le connaissais bien, je connaissais bien sa famille. Et son père était un homme très fier, qui avait eu beaucoup de vie en une vie. Et cet ami, sachant que son papa était malade, avait plein de questions à lui poser. Mais il n'y arrivait pas, en fait. À chaque fois qu'il arrivait auprès de son père avec ses questions, il était totalement débordé par l'émotion et voilà, ça bloquait. Et donc, il n'arrêtait pas de me répéter ça, comme ça, à chaque fois qu'on se voyait. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, enfin, Sophie, écoute, tu vois pas qu'il est en train de te demander quelque chose sans oser demander, alors peut-être tu pourrais ouvrir les oreilles. Et donc, je lui ai dit, mais... écoute, donne-moi tes questions. Si ton papa est d'accord, je vais aller poser tes questions. Et donc, ça l'a plutôt réjoui comme proposition. Donc, on est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait qu'il en parle à son père et aux sœurs, frères, demi-frères, demi-sœurs, parce que visiblement, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Ce monsieur avait vécu dans beaucoup d'endroits. Et peut-être qu'il avait fait famille dans beaucoup d'endroits aussi. Ah oui. Donc, en fait, voilà, cet ami était très curieux de connaître la vie de son père. Et puis, moi, j'ai commencé à travailler avec cet homme, après que toute la famille était d'accord. Et ça a été un moment absolument incroyable, où j'ai vraiment vu cet homme, d'abord, infiniment touché par le fait que son fils s'intéressait à lui, alors qu'il avait toujours cru que ses enfants ne s'intéressaient pas trop à lui. Faut dire que lui, il s'intéressait beaucoup à lui. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus pour faire attention, peut-être, à ses descendants. Et donc, toutes les questions que j'avais, quand je les lui posais, il en revenait pas, il était ému, il était émerveillé de voir à quel point son histoire importait à ses proches. Et voilà, on a avancé ensemble, et puis moi, je l'ai vu vraiment se redresser, préparer quasiment nos entretiens d'une semaine sur l'autre. Enfin, c'était très très beau, quoi. Et quand cette histoire a été terminée, qui a duré quand même quelques mois, j'ai demandé à cet ami, mais est-ce que tu veux que je rédige un texte à partir de ce que je fais avec ton papa? Et il m'a dit, non, non, tu peux juste me donner les transcriptions brutes, comme ça va être très bien. Et puis moi, je me suis dit, ouais, transcription brute, ça me semblait un peu sec. Et j'avais envie de traduire aussi la rencontre avec cet homme, les émotions partagées, lui et moi, peut-être dans un texte, non pas pour faire quelque chose de joli, très littéraire à la Flaubert, c'était pas ça. C'était plutôt de redonner vie à cette voix incroyable qui racontait tous ces chemins. Et donc, j'ai donné à cet ami les transcriptions, pas les enregistrements vocaux, juste les transcriptions. Et moi, j'ai commencé à écrire un texte à partir de ça. Et quand j'ai vu à quel point, quand toute la famille a récupéré ce texte, ils étaient mais tellement émus, tellement touchés par finalement ce que cet homme leur réservait comme dernier cadeau à la fin de sa vie, que je me suis dit, mais il faut aller proposer ça à d'autres, c'est pas possible. Enfin, ça leur a fait un bien fou. Et puis, je pense que ça les a vraiment aidés aussi à mieux comprendre leur père. Et puis, dans le temps du deuil, voilà, à avancer, à traverser. Il est mort longtemps après ? Il est mort assez rapidement après, en fait. Peut-être aussi qu'il avait fini de déposer, il avait mis toute son énergie là. Voilà, il avait fait cet énorme cadeau pour eux. Et bon, voilà, il avait déposé quelque chose et c'était bien comme ça. Donc, je me suis dit, mais il faut continuer, il faut continuer. Et puis, j'ai découvert, grâce à un autre ami à qui j'en parlais, en lui disant, écoute, je viens de vivre un truc de folie. Donc, je lui ai raconté. Et cet ami me dit, mais tu sais, j'ai entendu à France, je sais pas, sur une chaîne publique de la radio, une femme qui parlait d'un travail qui ressemble beaucoup à ce que tu racontes, qu'elle fait dans un hôpital à Chartres.
Et je lui dis, écoute, si tu peux me retrouver cette émission, ce serait génial. Et donc, j'ai écouté l'émission, et puis j'ai pris contact avec cette femme, et puis nous nous sommes parlé, nous nous sommes rencontrés, et puis elle était intéressée par mon parcours, moi je venais de l'anthropologie, voilà, il y avait une cohérence quand même entre voilà, s'occuper des autres, de tout autre, on va dire, de l'espèce humaine, et puis des autres, du plus petit individu, de la personne même. Du coup, on a commencé à échanger. Et puis, voilà, il y a un hôpital qui cherchait quelqu'un pour faire un travail de biographie hospitalière, en fait. Et donc, après avoir travaillé avec Valéria Milewski, puisqu'il s'agit d'elle, j'ai commencé à travailler à Lille, dans un service de soins palliatifs. Et là, ça a été voilà, un petit virage dans mon histoire professionnelle. C'est pas une rupture, pas du tout. Parce que je pense que les entretiens que je faisais déjà sur le terrain, quand je faisais beaucoup de terrain ethnologique à droite à gauche, déjà je demandais aux gens de me raconter un bout de leur histoire et de me parler d'eux. Donc ça m'a pas complètement déplacée. Disons que j'avais déjà les bons outils dans ma boîte à outils. Simplement, au lieu d'en faire une recherche en priorité, là, je me mettais au service des autres pour eux. Voilà. Donc, le projet est un peu différent. Et c'est l'hôpital qui était demandeur donc de cette intervention? Absolument. Alors, l'hôpital était demandeur. Je pense que la directrice de l'hôpital avait dû entendre Valéria, sûrement dans un congrès de médecins, voilà, parler de la biographie hospitalière. Et elle s'était dit, mais il faut ça pour les patients, ce sera génial. Donc voilà, donc on a avancé ensemble. Ça se passait dans la banlieue de Lille, à la maison médicale Jean 23, pour citer clairement son nom. Et puis ensuite... j'ai continué à travailler pour ce même groupe hospitalier à Rueil-Malmaison, dans un autre lieu aussi qui accueille des patients en fin de vie et qui accueillait aussi à l'époque des patients qui étaient malades, qui avaient des maladies neurodégénératives et donc à qui il fallait aussi proposer quelque chose, voilà, pour les aider à continuer à avancer avec la maladie. Et puis, quelques temps après, j'ai choisi, là, pour le coup, un autre service. Là, c'est moi qui l'ai choisi. J'avais très envie de travailler avec l'équipe de Laure Coppel, qui est un médecin, qui était chef de service au Diaconesse de l'unité de soins palliatifs, qui par ailleurs avait travaillé aussi à l'Institut Curie, qui avait monté un service de soins palliatifs à Curie, et qui était une femme d'une grande humanité. Et là, je me suis dit... c'est probablement le bon endroit. Donc voilà. Donc j'ai cessé de prendre le train à la gare du Nord et j'ai pris le métro pour aller jusqu'au Diaconesse. Et là, je travaille au Diaconesse depuis je rentre dans la 5e année, je crois. Oui, c'est ça. Et j'y suis entre 2 et 3 jours par semaine, disons. Voilà, ce qui est quand même... Beaucoup. Ouais. Mais avec beaucoup de bonheur. Et puis, depuis le mois de janvier, j'ai commencé à travailler pour l'Institut Curie. Voilà, donc encore un autre service qui souhaite... En oncologie. En oncologie. Et alors, tu dis que tu n'es pas confesseur. Non. Comment tu te présentes quand tu arrives dans les chambres ? Alors, c'est jamais toujours de la même façon. Mais disons que ce que je dis toujours, c'est ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que je dis que je ne suis pas là pour faire un testament, je ne suis pas notaire. Je leur dis que je ne suis pas là pour faire une confession. Voilà, je ne suis pas religieuse. Je ne suis pas là non plus pour faire un entretien clinique de type psychothérapie. Mais je suis là pour leur proposer de se décentrer un peu par rapport à la maladie, de peut-être se retourner sur tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, le chemin parcouru, les rencontres, des carrefours, des choix de vie qui ont été vraiment structurants, et peut-être les aider à se remémorer de tout ça, pour se rendre compte qu'ils ont une vie très pleine,
qu'ils soient hauts fonctionnaires de l'État ou gardiens d'immeubles, peu importe. Voilà. On a tous beaucoup de choses en fait, voilà, dans nos histoires. Simplement, en général, on n'y pense pas. Et là, c'est l'occasion d'y penser, de le remémorer, et peut-être aussi pour revivre des temps qui font du bien. Donc moi, je suis pas là pour les emmener vers, on va dire, la part d'ombre de leur existence, ou de gratter là où ça fait mal. C'est pas ça. C'est vraiment plutôt de regarder ce qui a été solaire, se tourner vers la lumière des endroits. Quand ils les évoquent, ils se sentent tout d'un coup, voilà, remplis d'oxygène, de petites bulles qui font du bien, avec un petit peu plus de sourire peut-être sur le visage. En tout cas, voilà, repenser à ces moments-là. Donc c'est ça que je leur dis. Et après, je leur dis que moi, je suis là pour les accompagner. Un peu comme on accompagne un enfant quand il commence à apprendre à marcher. Voilà, il est un peu pâteau là sur ses jambes avec ses couches culottes qui pèsent 3. Et souvent quand on est parent, on a le réflexe de mettre les mains comme ça, pas pour le toucher, mais juste pour prévenir la chute. Mmh. Et moi, j'ai l'impression de faire un peu comme ça avec eux. Donc c'est comme si on avançait ou même sur une route de montagne, voilà, qui tournicote beaucoup. Et puis il y a des morceaux en métal là pour empêcher de tomber dans le ravin. Et moi, je suis là juste, voilà, pour les maintenir sur un chemin, essayer de faire en sorte qu'ils aillent pas trop les endroits douloureux. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas d'émotion, évidemment. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc, on avance à la vitesse de chacun et on va là où on veut et on visite des territoires qui, pour moi, sont totalement inconnus. Voilà. Et est-ce qu'ils t'accueillent? Est-ce qu'ils te disent toujours oui? Ou est-ce que certains refusent de te le raconter? Ah non, c'est intéressant que tu me demandes ça, parce que l'autre jour, on m'avait parlé d'un monsieur, j'avais très très envie de travailler avec lui. On m'avait dit, tu verras, il est tellement accueillant, tellement gentil. Bon. Donc j'y vais, et puis vraiment, en plus c'était un bel homme, il devait avoir, je sais pas, un peu plus de 70 ans, mais il avait beaucoup d'allure, et puis, je sais pas, il a une façon de regarder, voilà, comme s'il me regardait de très loin, quoi, avec tous les paysages qu'il avait parcourus dans sa vie, quoi. C'était vraiment impressionnant. Et puis, bon, il me disait, c'est formidable ce que vous faites, et tout ça, mais il voulait pas y aller, quoi. Et puis, bon, par la suite, j'ai compris pourquoi il voulait pas y aller. Parce que finalement, l'amour de sa vie, pour qui il aurait écrit, pour qui il aurait raconté, en fait, elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mmh. Et depuis peu, elle ne le reconnaissait plus. Et donc, pour lui, c'était tellement douloureux qu'en fait, voilà, ça perdait tout son sens. Et je me souviens lui avoir dit... il n'y a aucun problème. Je comprends complètement que vous n'ayez pas... Voilà, pour l'instant, c'est pas le moment. Peut-être ça ne sera pas. Mais en tout cas, je voulais juste vous dire que moi, j'aurais eu infiniment envie de vous rencontrer plus. Et si je suis revenue voir, parce que j'y suis allée 3 fois quand même, oui. J'ai pas lâché. Et je lui dis, si je suis revenue vous voir aujourd'hui, parce que j'espérais réussir à vous donner envie d'avoir envie. Voilà. Donc j'ai eu l'impression de lui faire une déclaration d'amour énorme à cet homme. Bon, il a souri et bon, il a bien compris. Et moi, je me suis dit, bon, voilà, respect, quoi. Il n'avait pas d'enfants? Si, il avait des enfants, mais je pense qu'il était tellement blessé par cette femme qui, quelque part, dont il avait le sentiment que quelque part leur relation était morte, ouais, de leur vivant à tous les deux, que voilà, ça aurait été probablement trop, quoi, trop douloureux. Donc en tout cas, il y a des refus. Voilà. Il y a des refus. Ça peut être aussi des gens qui sont en colère, quoi, hein, qui sont en colère et qui n'ont pas envie, ou des gens qui sont dans des telles souffrances, comme cet homme, en fait. Et puis, alors, évidemment que si, en plus, ils ont vraiment des douleurs chroniques qu'on n'arrive pas à soulager, bon, ils sont pas du tout disponibles, hein. Je veux dire, ils ont la tête ailleurs et ils n'ont pas envie. Mais c'est vrai que c'est pas si fréquent. Voilà. On va dire c'est pas si fréquent. Après, ceux avec qui je peux pas travailler, c'est des gens qui ne maîtrisent pas le français ou l'anglais, enfin une langue qu'on pourrait avoir en commun. Ou des gens qui ont des atteintes psychiatriques,
pour qui c'est pas forcément une bonne idée non plus Ouais. voilà, de revenir sur leur histoire. Mais en général, il n'y a pas de contre-indication particulière, quoi. Et justement, comment c'est l'équipe soignante qui décide, qui te briefe, qui te dit voilà, je pense que ça serait intéressant d'aller voir un tel ou un tel. Alors, moi, quand je suis allée présenter l'activité dans cette unité de soins palliatifs, je leur ai dit que la seule chose que je souhaitais, si on travaillait ensemble, c'est que vraiment cette activité, elle soit portée par toute l'équipe. Et pour moi, c'est hyper important. Donc, je leur ai raconté en long, en large et en travers les tenants et les aboutissants de la biographie hospitalière, en essayant de répondre au plus près de leurs questions ou de celles qu'ils n'osaient pas poser, parce que quelquefois, il y a des questions qui sont un peu retenues comme ça, et en leur disant que ça m'importait que eux puissent aussi se saisir de cette activité pour en parler aux patients, parce qu'on sait bien que les aides-soignantes qui passent beaucoup de temps avec les patients en chambre, elles recueillent aussi des choses des patients, peut-être qu'ils leur disent des choses qu'ils ne disent pas au médecin, ou qu'ils ne disent pas à la psychologue, ou qu'ils ne me disent pas à moi, et je trouvais que c'était bien qu'ils puissent oser dire « Ah, mais vous savez, dans le service, il y a quelqu'un qui fait ça », et qu'ils puissent raconter. Voilà. Et c'est vrai, y compris les bénévoles d'ailleurs, et c'est vrai que un des patients que j'ai rencontré l'année dernière, qui m'a infiniment touchée, c'est une bénévole qui m'a laissé un petit message sur mon téléphone portable, parce que je donne mon téléphone portable à tout le monde, il n'y a pas de problème, hein, et qui m'a dit « Écoute Sophie, je crois qu'il faut que tu ailles dans la chambre 133, c'est important. » Voilà. M'a pas dit beaucoup plus, donc le lendemain, j'ai foncé, et elle avait raison. Donc voilà. Donc ça peut aussi venir d'une demande d'un soignant qui identifie exactement. Ou une bénévole qui... Voilà, c'est important. Pour moi, ça, même si effectivement aujourd'hui on considère la biographie comme un soin thérapeutique, je pense que, alors certains diront faut qu'il y ait une prescription médicale. Bon, oui, d'accord, c'est mieux, c'est bien. Enfin, on peut le penser aussi plus tranquillement et se dire que ceux qui travaillent dans un service hospitalier, qui ont aussi une connaissance fine, très intuitive des patients, peuvent aussi être, en tout cas, des personnes qui peuvent introduire à l'activité. Et peut-être d'une façon intéressante, parce qu'ils le disent avec leurs mots. Voilà, donc c'est bien aussi. Et quelquefois, même pas en langue française. Parce que je me rappelle avoir travaillé avec un monsieur qui était de langue bambara. Et dans le service, il y avait une femme qui parlait bambara. Et donc, entre eux, ils parlaient bambara. Donc moi, quand je rentrais dans la chambre et qu'ils étaient là tous les deux, elle continuait à faire le ménage. Et moi, je me disais, mais je comprends rien à l'histoire. C'est terrible. Et ils étaient très proches tous les deux. Donc, c'est bien aussi que ça puisse passer par d'autres langues, d'autres personnes, que moi en tout cas. Quand quelqu'un te dit « j'ai pas une vie passionnante », qu'est-ce que tu lui réponds ? Comment finalement tu l'aides à regarder autrement peut-être son existence ? Ouais, je pense que quand on est gravement malade, et qu'on est même d'ailleurs encore en traitement, ou quand on n'est plus en traitement, autre que des traitements antalgiques, on va dire, mais plus en traitement curatif, on est souvent dans un état un peu dépressif, avec le sentiment qu'on n'a rien fait. Voilà, rien, quoi. On n'arrive pas à se remobiliser, à se sentir encore vivant. Et c'est vrai que c'est un temps, en plus en soins palliatifs, où les gens savent qu'on va pas pouvoir les guérir, ils savent qu'ils ont encore un peu de temps, et pendant ce temps-là, cette durée-là, c'est compliqué, quoi. Compliqué, qu'est-ce qu'on en fait ? On n'est plus forcément en état d'aller faire le tour du monde à la voile, enfin voilà, on est diminué, et donc qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là ? Et moi, je pense que c'est à cet endroit-là précisément que la biographie peut venir les aider. Sinon à se relever, au moins à se redresser ou à prendre le temps de retrouver une cohérence dans leur histoire. Voilà. Et très souvent, ça peut passer
on peut commencer à travailler vraiment à partir de choses minuscules. Quand dans ton introduction tout à l'heure, tu disais oui, ça peut être une chevalière, la couleur des pantoufles ou d'un vernis à ongles. Quelquefois, quand les patients savent pas comment travailler, comment démarrer, voilà, ils peuvent avoir un nom à consonance étrangère, on peut parler de leur nom, on peut parler de quelque chose qu'ils ont sur une table de chevet, sur une odeur qu'il y a dans leur chambre, n'importe quoi. Donc c'est ça, tu vas être en fait très à l'affût de détails qui vont peut-être commencer à te permettre de tisser une conversation. Voilà, disons que moi, ma préoccupation, mais c'est surtout pour ceux qui ne savent pas encore très bien comment démarrer, ça va être de trouver le bon fil de la pelote de laine. Voilà. Et moi, je suis pas une fan du tricot, mais bon, le peu que j'ai fait, quoi, j'ai bien compris que il fallait tirer le bon fil pour pouvoir dévider la pelote de laine. Et ben, je pense que l'histoire de quelqu'un, c'est un peu comme ça. Donc, en fait, certains ont des idées très précises et ont envie de commencer d'une façon peut-être un peu plus classique avec leurs grands-parents, leur petite enfance. Moi, c'est vrai que j'interroge pas, j'ai pas une grille de questions. En disant, parlez-moi de vos grands-parents. D'abord parce que je ne sais même pas s'ils les ont connus. S'ils les aimaient. S'ils les aimaient, s'ils viennent de la DAS. Enfin, je veux dire, on sait pas, on connaît pas l'histoire des gens. Donc, voilà, j'essaye plutôt de leur donner envie de répondre à une question minuscule, que j'appellerais minuscule. Et puis, à partir de cette question minuscule, ils vont me donner quelques éléments d'eux-mêmes. Et à partir de ces éléments, petit à petit, voilà, on va avancer. Et c'est vrai que souvent, j'essaye de savoir à qui ils veulent s'adresser. Je pense que la biographie, c'est vraiment un récit adressé. Qu'ils peuvent s'adresser à eux-mêmes. Il y a des gens qui n'ont pas forcément quelqu'un à qui adresser leur texte. Mais quand c'est un récit adressé, tout de suite, on voit bien que si c'est pour les petits-enfants, on va pas raconter la même chose que si c'est pour l'amour de sa vie. Ou ça, tu leur demandes rapidement, en fait? Alors, je leur demande assez tôt s'ils ont une idée de pour qui ils veulent raconter, des enfants, les proches, les amis. Et déjà, ça les aide à voir qu'est-ce qu'ils ont envie de leur raconter. Voilà. Donc, ça peut les aider à débroussailler un peu le chemin. C'est jamais pour la famille entière? Alors, par exemple, je vois, il y a un monsieur avec qui je travaille, là. C'est avant tout pour ses enfants. Après, je pense que ça va un peu intégrer, évidemment, la mère des enfants. Mais il m'a pas dit, je vais écrire pour ma femme. Voilà. Il a quel âge? Il a 37 ans. Donc, lui, c'était important de laisser une trace à ses enfants qui doivent être jeunes, en fait. Voilà, les enfants sont pas très vieux. Et donc, c'est important de pouvoir leur dire... Mais je me rappelle, par exemple, avoir travaillé avec un monsieur. Lui, il était incroyable, ce monsieur. Il voulait pas... Au début, quand je suis allée lui parler de l'activité, rien du tout. Il me disait, mais non, c'est très intime. Moi, si je fais ça, ce sera avec ma femme. Bon, en même temps, je lui demandais pas non plus de m'emmener à l'hôtel. Hein, je veux dire, fallait se calmer. Mais bon, pour lui, c'était... Voilà. Et puis, je sais que les soignants lui en ont beaucoup parlé. Voilà, ils en ont remis des couches de temps en temps. Moi, il a toujours fumé ses clopes dans le jardin. Donc, quand j'arrivais, je le voyais de loin fumer ses cigarettes. Lui, il devait avoir 43, 44. Ah, jeune. Et puis, donc voilà, moi, je fume pas. J'allais le voir, lui dire bonjour. Ou alors, j'en profitais pour aller prendre un petit café avec lui. Enfin bon, j'essayais de trouver un prétexte pour aller papoter. Parce que tu avais envie, en fait. Parce que je pensais que ça lui ferait un bien incroyable, que je savais qu'il y avait des enfants en bas âge, et que je me disais quand même, ça serait bien. Et puis, il a, pendant longtemps, voilà, on a bu un café, on a parlé de la météo, enfin, pas grand-chose, quoi. Et puis un jour, il m'a alpagué, vraiment alpagué, quoi. Il m'a dit, bon, Sophie, c'est bon, c'est aujourd'hui. Bon, allez, on y va. Bon, et là, il a raconté toute son histoire pour ses enfants. Un peu sur un mode un peu, je vais vous dire toutes les bêtises que moi j'ai fait, que c'est pas la peine que vous refassiez, parce que ça sert à rien.
C'est un monsieur qui était un peu passé, voilà, un peu de prison, un peu des choses comme ça. Et donc, il leur a dit, voilà, c'est pas la peine d'aller vers tout ce qui brille, tout ce qui est facile. Ça paraît, mais en fait, non. Donc voilà, pensez plutôt à ce qui est important, l'amitié, la fidélité dans l'amitié, l'honnêteté, voilà. Et donc, il leur a fait une espèce de... Exactement. À partir de ses erreurs. Exactement, une espèce de vie mode d'emploi que moi, j'ai trouvé tellement belle. Et donc, on a fait ça très vite. Mais je crois qu'il a compris le sens que ça pouvait avoir quand il a compris pour qui il pouvait raconter. Voilà. Je comprends. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, je te parlais d'un monsieur avec qui j'avais tellement envie de travailler. Et lui, c'était un monsieur d'un certain âge, un âge certain même. Et c'était une bénévole qui m'avait laissé ce petit message en me disant « Sophie, tu devrais y aller ». Et donc, quand j'y suis allée, c'est un homme très digne. Et donc je lui raconte ce qu'on pourrait faire ensemble. Et là, il me regarde, et cet homme de 87, 8 ans se met à s'effondrer en larmes. Mais des grosses larmes d'enfant comme ça qui roulaient sur ses joues, c'était... Oh, et il me dit, en fait, vous êtes en train de me proposer ce que je n'ai jamais voulu faire. Et donc, voilà, c'est compliqué, quoi. Et ben, il n'avait jamais voulu raconter. Sa vie. Ses enfants lui réclamaient depuis des années et des années. Il voulait pas. Alors moi, je me suis dit, bon, bah là, ma fille, il va falloir que tu t'y prennes autrement. Et donc, je lui ai dit, bon, écoutez, je vais vous raconter peut-être pourquoi moi, je fais cette activité-là, ce travail. Et donc, j'ai commencé, pas du tout pour la ramener, c'était pas l'idée, c'était... juste faire de part lui de ta dire vulnérabilité. Exactement, lui dire vous savez, voilà, moi, ma vie, dans ce que je sais de l'histoire de ma famille, il y a des trous, et c'est toujours un peu douloureux quand on a de la discontinuité, parce qu'on essaye de trouver des solutions pour remettre de la continuité, mais il y a quand même des passages un peu douloureux où ça pique un peu, quoi. Et je lui dis peut-être que, en fait, ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est de permettre à vos enfants de savoir d'où vient votre famille, pour pouvoir s'adosser à ce passé, aussi douloureux soit-il, pour eux prendre de l'élan et continuer d'avancer, parce que c'est important de savoir d'où on vient. Et puis, après avoir un peu repris, voilà, il s'est un peu calmé, et puis il m'a dit oui, vous avez raison, on va y aller, c'est important. Et là, en 1h30, cet homme a raconté son histoire, une histoire absolument traumatique, de sa famille, de ses parents, de ses frères et sœurs. Voilà, ils ont frappé à la porte, il était 6h du matin. Voilà, ils ont demandé à parler à mon père, à mon grand frère. Et eux, ils savaient qu'il risquait d'y avoir des rafles, alors ils étaient partis dormir ailleurs. Mais ils étaient sûrs qu'ils ne viendraient pas chercher les femmes et les enfants. Et pourtant, ils nous ont demandé de nous habiller. Et ils nous ont emmenés, ma petite sœur, ma maman et ma grand-mère. Et on est tous montés dans les camions. Et on est allés jusqu'au Veldiv. Et là, on est resté pendant 1 semaine. Et puis ensuite, Drancy, etc. etc. Et cet homme a raconté... Mais vraiment, c'était bouleversant. Voilà, en un jet, tout ce poids qu'il avait, qui était un fiel pour lui, mais qui était tellement précieux pour ses enfants, de l'histoire de cette famille qui, comme il le disait, ils sont tous passés par la cheminée, voilà. Et ils étaient tous morts ? Ben oui. Sauf un de ses oncles qui avait réussi à se cacher. Et moi, c'est vrai que quand il a eu terminé, j'étais scotché au dossier de la chaise, et je me suis dit, bah oui, évidemment que c'était tellement difficile de raconter. Et donc là, il n'a pas été question pour moi de lui poser l'ombre d'une question, juste, voilà, d'accueillir, de l'aider à aller et continuer à avancer dans cette histoire qui était pas tellement racontée avec des émotions, des sentiments, mais vraiment très factuels, quoi. Et du coup, ça a duré... Parce que tu parles d'1h30 où il a tout lâché, mais est-ce que du coup vous avez continué à vous voir ? Alors à la fin de ce temps-là, d'abord moi j'ai eu beaucoup de mal à sortir de sa chambre, parce que je me suis dit, bah, quand même, ce qui vient de se passer, c'est énorme, donc on va prendre notre temps pour voilà, refermer un peu ce cadre narratif, parce que bon... Et donc je lui ai demandé s'il était d'accord pour que je revienne le lendemain.
Et donc, je lui dis que j'allais travailler pour lui. Voilà, c'est que ce soir-là, j'allais travailler pour lui autour de son texte. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que je l'ai dit dans l'intro, mais c'est que tu recueilles, tu écris, et tu relis toujours ce que tu as écrit à la personne concernée. Exactement. C'est-à-dire que d'une séance sur l'autre, j'essaye après chaque séance, d'écrire pour d'abord pouvoir relire à la personne, pour qu'elle s'entende, elle, dans ma voix, à travers moi, qu'elle entende son histoire, et puis qu'elle puisse la corriger, la compléter, peut-être même supprimer des choses. Hein. C'est vrai que quand il y en a un qui m'a dit Lolo Brigida était tombée red dingue amoureuse de moi, bon, la deuxième fois, il a un tout petit peu modifié son récit, mais c'était tellement choupinet. Quoi qu'il en soit. Donc voilà, donc je leur relis ce que j'ai fait. D'abord parce que ça les aide aussi à se relancer dans leur récit. Ça les aide à voir là où moi j'ai pu me tromper, parce que je me suis trompée dans mes notes ou j'ai pas bien compris. Et je pense que c'est important pour qu'ils puissent valider, qu'ils puissent se dire, d'accord, ça je l'ai raconté, mais entre ce qu'on raconte et puis ce qu'on veut voir écrit de façon pérenne, c'est quand même deux choses différentes. Donc c'est important qu'ils puissent se ressaisir de leur histoire. Voilà, pour dire, ok, ça on le met, ça on le met pas, ça on va le mettre mais autrement. Et donc lui, je lui avais intégralement relu son texte. Et la deuxième fois que je suis allée le voir, je lui ai dit, mais vous savez, en fait, vous parlez beaucoup de la sœur de votre mère, du frère de votre oncle. Il parlait pas de lui. Mais il prénommait pas les gens. Ah, il donnait pas les prénoms. Non. Trop douloureux. Et je lui ai dit, je sais que prénommer, c'est difficile parce que c'est une façon d'appeler les absents. Mais je lui dis en même temps, pour vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-arrière-petits-enfants, ça sera formidable de se dire, on a eu un aïeul qui s'appelait Moshe et une grand-mère qui s'appelait Ida. Bon. Et là, de nouveau, il a été très pris par l'émotion et puis il m'a dit, mais en fait, c'est parce que je sais pas si on doit mettre les prénoms français ou les prénoms yiddish. Parce qu'évidemment, on se prénommait en yiddish à la maison, mais pas dans la rue. Donc on a repris son texte et puis on a remis les prénoms de chacun, voilà. Donc c'est vrai que ce temps de relecture, il est important pour les aider à repréciser, il est important pour les aider à voir qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en exergue, et puis ce qui finalement, ils ont évoqué la dernière fois qu'on s'est vu, mais qui n'est pas si important que ça, voilà. En fonction de à qui on s'adresse. Et donc, et puis aussi, pour moi, parce que c'est important de savoir pouvoir écrire à la fin du texte, ce texte a été intégralement relu par son auteur. C'est pas pareil que si je travaille avec quelqu'un qui est un peu confus, et puis qui me dit, moi j'ai épousé 5 femmes, et bon, si je donne ce texte aux enfants, moi, je ne sais pas si c'est vrai, son histoire de 5 femmes. Donc, il faut quand même que je mette... Est-ce que peut-être ce monsieur était un peu confus le jour où il a raconté. Tu l'écris ou non? Donc, je vais mettre... Voilà, j'ai épousé 5 femmes. Mais à la fin du texte, je vais mettre cette biographie réalisée par Sophie Bobet n'a pas été intégralement relue par son auteur. Et ça arrive que la personne décède avant la relecture? C'est pas fréquent. En général, ils se rendent compte quand même de l'état dans lequel ils sont. Et donc, s'ils voient qu'ils n'ont pas beaucoup de force, ils me disent clairement, on ne va pas se voir beaucoup, quoi. Donc, ils vont à l'essentiel, tout de suite. Et combien de fois tu les vois, en fait? Est-ce que ça arrive parfois que ce soit qu'une fois? Alors, il y a une personne, effectivement, que je n'ai vue qu'une fois. Elle a voulu écrire des lettres, une lettre à sa fille. Sa fille qui était bilingue, donc on l'a écrit en bilingue. Voilà. Ah ouais. C'était important pour elle. Donc voilà, on a fait cette lettre pour elle. En règle générale, on arrive quand même à se voir, on va dire à peu près 7 ou 8 fois. Okay. À Curie, c'est un peu différent parce que les patients sont encore en traitement. Donc on peut se voir davantage. En Curie, ils sont en soins palliatifs? En Curie, ils sont encore en traitement curatif. Même si ils ont déjà... des métastases, même si la maladie est déjà très avancée. Mais en tout cas, ils peuvent être encore pris dans des protocoles de soins curatifs. Donc, ils ont un petit peu plus de temps. Donc, du coup, on a un peu plus de possibilités de se voir. Mais c'est vrai que moi, je me souviens d'une dame qui m'avait dit vous savez, Sophie, je crois qu'on va se voir peut-être 2 fois, pas plus, quoi. Et elle a eu raison.
voilà, on s'est vu 2 fois et elle est décédée le jour d'après, quoi. Ça a été excessivement rapide. Mais c'est vrai que, pour revenir sur ta question qui est importante, cette histoire de relecture, c'est pas simplement pour qu'ils valident. C'est aussi pour que pendant tout le temps où ils racontent, ils prennent en considération comment leur texte va être reçu. Et je pense par exemple à cette femme que j'aimais beaucoup, que souvent j'évoque parce que pour moi c'est vraiment un souvenir, cette femme. Quand je suis allée la voir, elle était toujours très apprêtée, tout ça. Elle avait toujours des vernis à ongles pas possibles, avec des pantoufles à pompons qui m'amusaient beaucoup. Et la première fois qu'on s'est vu dans son récit, elle m'a dit crûment comme ça, de toutes les façons mon fils est un con. Bon, donc moi heureusement que je la regardais pas droit dans les yeux, donc j'ai écrit dans mon cahier, de toutes les façons, mon fils est un con, point. Et donc, quand j'ai préparé son texte pour la fois suivante, évidemment, on est arrivé à ce passage-là et je lui lis, de toutes les façons, mon fils est un con, en insistant bien sur chaque mot. Et puis là, j'ai levé les yeux, j'ai regardé, puis elle m'a dit, oui, bon, on va pas le dire comme ça, hein. Voilà. Elle avait quel âge ? Elle avait peut-être... son fils devait avoir 30 ans, donc elle devait avoir une petite cinquantaine. Elle avait eu son fils très jeune. Ah ouais. Et ça lui a pris 4 séances pour reformuler, pour trouver la bonne formule, autour de toutes les façons, mon fils est un con. Et à chaque fois, elle m'arrêtait. À chaque fois, elle me disait, non, c'est toujours pas ça, on recommence. Bon, donc on cherchait comment dire la chose. Tu l'aidais ? Alors, moi, j'attendais. Et j'essayais de lui dire, déjà, vous avez essayé cette formule-là, puis celle-là. Enfin, voilà, j'essayais de l'aider à se souvenir aussi du chemin parcouru pour elle, psychiquement. Mais elle le voyait plus, son fils ? Alors, c'était un peu bis-bis, quand même, entre deux. Et puis, la dernière fois que je lui ai relu et elle m'a pas interrompue, c'était devenu, de toutes les façons, avec mon fils, cela n'a pas toujours été très facile. Et là, quand je l'ai regardée, je me suis dit, waouh, elle a cheminé, quoi. Elle avait pris aussi sa part, part de leurs histoires, quoi. Hein. Il n'était pas seul à être dans l'affaire, ce garçon. Et je trouvais que c'était très beau, parce qu'au lieu d'être dans un jugement comme ça, qu'elle lui crachait à la figure, elle disait que la relation avait quelquefois été un peu compliquée. Donc c'est aussi ça, la biographie. C'est aussi les aider à prendre leur part, à se départir de leur rancœur, de leur colère. Voilà, à avancer pour s'apaiser aussi. Et pour pouvoir se regarder en se disant, bon bah, oui, je suis aussi celle-là ou celui-là, quoi. Et ça, je pense que même si la biographie qu'on appelle aujourd'hui soin biographique, bon, quelquefois je me dis, oh là là, c'est un peu pompeux, mais bon, je pense que ça a de fait une vertu thérapeutique indéniable, dans le sens où ça permet à chacun de travailler sur soi. Alors pas dans le sens que l'on ferait dans une démarche clinique, mais à force de raconter, de revenir on voit bien où il a quand même... J'aurais pu lui tendre la main, je l'ai pas fait. Voilà. Donc elle, c'était devenu... avec mon fils, cela n'a pas été toujours très facile. Et c'était super beau, quoi. Donc, je me dis, c'est aussi, je crois, une proposition que pourrait... C'est un travail de maïeutique, quoi. De les aider à accoucher d'eux-mêmes, à reprendre leur histoire et à accoucher d'eux-mêmes, en faisant leur deuil de leur histoire, de fait, notamment pour ceux qui sont vraiment en fin de vie. Mais je crois que c'est un travail de maïeutique. Moi, quelquefois, je me dis, je suis peut-être une sorte de sage-femme d'une autre façon, quoi. Voilà. Sage-femme de l'existence. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres histoires comme ça qui t'ont particulièrement touchée dans tes accompagnements ? Où tu as vu la personne se redresser, s'apaiser ? Ce que je peux dire, c'est que il y a pas longtemps, j'ai accompagné un jeune homme qui avait 17 ans, ce qu'on appelle un jeune adulte. Les jeunes adultes. En fait, en soins palliatifs, il y a aussi des adolescents. Oui. Ah, je savais pas. Lui, il venait. Il y a des hôpitaux scolaires. Oui. Voilà, où c'est un hôpital-école, et donc lui, il était dans un hôpital-école.
Mais ce jeune, il avait été malade depuis très 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 longtemps. Et puis, à l'âge de 15 ans, il avait une... Alors, je sais plus si c'était une récidive, enfin un autre truc moche qui s'est de nouveau déclenché. Euh, et là, à cette époque, il était encore dans son pays, avec sa famille, hein, en Afrique. En Afrique, ok. Et sa grand-mère l'a emmené chez ce qu'il appelait des tradipraticiens. Des rebouteux. Guérisseurs, des gens qui font des sortes de rituels de guérison, des scarifications, des onguents, enfin voilà. Et puis après plusieurs mois de traitement excessivement douloureux, avec les rebouteux, ces tradipraticiens comme il dit, il a fini par dire non à tout ça en faisant front à sa grand-mère en disant non mais là c'est fini quoi. Et il a dit à son père, si tu ne m'emmènes pas en France, je vais mourir, ils vont me tuer. Alors le père a entendu vraiment cette parole et l'a emmené en France. Et en France, effectivement, il a pu bénéficier d'une médecine, on va dire peut-être un petit peu plus efficace par rapport au mal qu'il avait. Et il avait 17 ans, il était absolument incroyable, à l'âge où tous les gamins sont sur leur Game Boy, là, lui, ou je sais pas comment ça s'appelle, les jeux aujourd'hui, et lui, il demandait à un médecin de lui faire des exercices de physique, parce que c'était bientôt le bac. Incroyable. Et donc, il avait réussi à passer son bac de français. Il n'était pas très content de lui parce qu'il avait eu 16. Bon... Et donc nous, on est restés un peu sans voix. Et il a voulu me raconter toute son histoire. Et avant de commencer à raconter, il m'a dit mais vous êtes qui, vous ? Et là, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille, quoi. Hein. C'était pas, on n'allait pas se raconter des histoires. L'examen, c'était ton examen de passage. Ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est qu'il est, il n'a pas été intimidé par mon statut d'adulte ou voilà. Non, on était de personne à personne, on se parlait directement. Et donc je lui ai dit, voilà, que j'avais fait des études d'ethnologie, que j'étais devenue anthropologue et pourquoi. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit bon alors. D'accord. Alors je lui dis mais en fait pourquoi est-ce que vous avez besoin de me poser cette question ? Alors il m'a dit parce que je veux être sûr que vous n'allez pas me juger. Parce que bon, c'est vrai que d'écouter toutes ces histoires de sorcellerie, etc., il y a peut-être des gens qui ricanent, enfin qui trouvent ça un peu bon. Et donc il m'a raconté toute son histoire. C'était incroyable une façon de raconter qui était tellement mature pour son âge, lui qui avait traversé quasiment ses 17 années avec la maladie, toujours à ses côtés, c'était insupportable. Eh bien, je crois que ça a été pour moi vraiment une leçon, quoi. Et je me suis dit, ben voilà, lui, il est en train de faire le deuil de lui-même, de déposer toute son histoire, une espèce de rédemption, quoi. C'était incroyable, pour finalement me dire, ben moi, mon histoire, c'est pour moi que je la raconte, parce que j'ai besoin, voilà, de quelque part peut-être de refaire le tour de tout cet itinéraire que j'ai parcouru, que j'ai pas choisi, et pourtant il a fallu que je fasse front, quoi. Et ça, c'est vrai que ça a été pour moi, et dans le service, ça a été quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup marqué, quoi. D'abord parce qu'il était jeune, donc il était, pour certains soignants, il avait l'âge d'être leur enfant, quoi. Hein, donc c'est difficile. Donc c'est vrai que je dis pas que c'est plus facile quand les personnes sont très âgées, mais c'est vrai on entend aussi de la part de gens très âgés, des gens qui vous racontent, comme ce monsieur qui avait perdu toute sa famille au moment de la Shoah, ou des personnes qui ont été sauvées par les justes pendant la guerre, ou des personnes qui ont grandi à l'orphelinat. Enfin, il y a aussi des personnes qui ont des histoires absolument incroyables. Et c'est vrai que ce jeune, il m'a beaucoup marqué. Et il y a peu de temps, j'ai travaillé avec un autre monsieur qui avait 45 ans, et c'était très beau parce qu'il venait de se marier. Ça faisait un an et demi qu'il avait rencontré l'amour de sa vie. C'est super beau. Et elle l'a beaucoup poussé à raconter pour ses filles à lui, parce qu'il avait des filles d'un précédent mariage. Et lui, il a raconté sa vie, mais ça commençait par une vie. Il s'est retrouvé face à un monstre qui l'a
enlevé, séquestré, violé, voulu le tuer, il a réussi à s'échapper. Ah oui. Une vie d'horreur. Et toute sa vie était de dire sa reconnaissance pour tous les gens qui lui avaient fait confiance. Voilà. Ce commissaire de police qui lui avait dit « Je te lâcherai pas, il n'est pas question que je te laisse continuer à cambrioler des baraques pour trouver du fric pour te payer ta cam. Je te lâcherai pas. Il faut que tu changes de vie, c'est pas possible. » Ou ce magistrat qui lui a dit « Mais moi, je peux pas vous remettre dans la rue. Il faut que je vous mette en prison, sinon dans la rue, dans 15 jours, vous êtes mort. Alors vous allez aller en prison, et puis vous allez vous retaper, et puis vous allez profiter des médicaments, et puis du chauffage, et de la nourriture, et puis des psychologues, et des gens, pour trouver un projet dans votre vie. C'est pas possible, vous pouvez pas continuer cette chute comme ça. » Et donc, il voulait écrire pour remercier tous ces gens-là qui lui avaient fait confiance, et qui l'ont jamais lâché. Et moi, je me suis dit, waouh, mais quelle leçon magnifique, quoi. Voilà. Autrement dit, on peut toujours se relever. Voilà. Si tant est que sur son chemin, on trouve des gens qui nous font confiance, on peut toujours se relever. Et ça, c'était cadeau, quoi. C'était incroyable. Comment ça te transforme, justement, tous ces récits ? Est-ce que ça te fait bouger aussi dans ta personnalité, dans ce que tu as envie de faire Peut-être que ce que je peux dire d'abord, c'est que je suis toujours très... Alors, honorée, évidemment, c'est un mot qui peut avoir un drôle de sens, mais quand même, c'est très touchée par la confiance qu'ils me font de parler de choses très intimes. Donc ça, voilà, c'est quand même un vrai cadeau, quoi. Je pense qu'ils m'aident aussi à me dire... voilà, la vie, c'est précieux, quoi. Donc, quoi qu'on fasse, voilà, essayons d'en profiter le moins mal possible, quoi. On ne sait pas combien de temps, voilà, il nous reste, donc allons-y, voilà. Peut-être ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est un moment, ces rencontres-là, parce que pour moi, c'est vraiment des rencontres, on est dans une espèce de vérité de relation. Et quand ils me disent « Mais vous êtes qui, vous ?» comme ce jeune de 17 ans, ou quand je dois raconter un bout de mon histoire à ce vieux monsieur en larmes, qui a tellement de mal avec son histoire, je me dis, ils me font aussi avancer. Ouais. Voilà. Et quelle confiance ils me font, c'est fou, quoi. Donc, c'est sûr que ça me déplace. Quels que soient les choix qu'ils font, que je rencontre des gens qui veulent raconter pour ensuite, dans 10 jours, partir en Belgique ou en Suisse parce qu'ils ont décidé que pour eux, ça sera l'euthanasie. Quel que soit leur choix, je me dis, voilà, c'est la beauté d'une rencontre, quoi. C'est comme... Je dirais pas que c'est une histoire d'amour, parce qu'on n'est pas obligé de s'aimer follement, je veux dire, mais moi, j'y vais à 100%, parce que je me dis, là, c'est maintenant, quoi, voilà. Et donc, il s'agit pas d'être là à prendre des notes en sifflotant et en me demandant ce que je vais manger le soir, quoi. C'est pas la question. Donc, je me dis peut-être que si un jour je me rends compte que j'ai plus envie d'entendre, d'écouter, d'accueillir, alors là, il faudra que je m'arrête tout de suite, quoi. Voilà. Mais moi, je crois que c'est vraiment un métier qui aujourd'hui pour moi donne un sens à ma vie, pleinement. Je pourrais même dire que c'est une façon de vivre. Et peut-être même que quand je rencontre des gens en dehors de l'hôpital, dans la façon dont j'ai envie d'écouter ce qu'ils ont à dire, c'est comme si j'écoutais ce qu'ils ne me disent pas, ou au-delà des mots, je sais pas, des fragilités. Quelquefois, on dit pour pas dire le reste, quoi. Et donc, c'est vrai que... Oui, c'est ça. Je pense que ça me donne une autre acuité dans ma façon peut-être de vivre. Ou, voilà. Ni plus ni moins. Et alors, ce métier, je me souviens, j'étais allée, je suis à 2 ou 3 ans, au ministère de la Santé. Il y avait tout un colloque qui avait été organisé sur la biographie hospitalière. Oui. On en est où, justement, de la reconnaissance de ce métier ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme un soin de support ? Où on en est depuis que tu as commencé ? Enfin, voilà. Alors, on en est où aujourd'hui ?
C'est compliqué. C'est-à-dire que nous existons grâce à des dons de mécènes, grâce à des fondations qui nous soutiennent, grâce à des appels à projets auxquels on répond. Donc en fait, l'hôpital n'a pas d'argent pour payer des biographes. Les hôpitaux, les diaconesses, ils te payent pas en direct. Tu n'es Non. pas... Aucun biographe n'est payé directement par l'hôpital. Les hôpitaux n'ont pas l'argent pour ça. Donc on doit ensemble aller chercher de l'argent ailleurs. Pendant plus de 10 ans, la fondation qui s'appelle Hellebore aujourd'hui, qui autrefois s'appelait Fondation pour les soins palliatifs, a aidé pendant 10 ans les hôpitaux à installer la biographie hospitalière, les aidant en rémunérant à 50% l'activité pendant 3 ans, à charge pour l'hôpital de trouver la différence. Évidemment qu'ensuite, toute la question est d'arriver à trouver le reste. Et donc, en fait, pour nous, c'est une bataille de tous les jours. Tous les jours, on rencontre des mécènes, on va démarcher, on va chercher pour arriver à convaincre et à dire aux gens, mais écoutez, on a besoin de vous, quoi. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas votre frère, votre sœur, votre grand-mère, mais peut-être un jour, ça le sera. Donc, voilà, donc on a besoin. Alors, voilà, il y a différents organismes qui nous soutiennent, il y a des entreprises qui nous soutiennent. Mais on en est là, le ministère de la Santé nous connaît. Ils n'en sont pas encore à faire une fiche métier, ce qui serait pourtant fort nécessaire. Donc, on nous considère comme un soin de support, ce que l'on est, c'est indéniable. Mais on est encore très très loin d'une reconnaissance officielle par les pouvoirs publics, ça c'est sûr. Et par rapport à d'autres soins de support dont on aurait moins connaissance, si tu pouvais comparer par exemple, la socio-esthéticienne, oui, elle est présente dans les hôpitaux depuis bien plus longtemps. Elle est présente dans les EHPAD. Et elle est financée. Elle est financée, voilà. L'art-thérapeute ne l'est pas encore. Elle est un peu dans la même situation que nous. Okay. Donc c'est sûr qu'on se bat pour que dans ces services où les soins de support qui permettent aux patients de se recentrer sur lui-même sont absolument essentiels. Et là où on a quand même beaucoup gagné, c'est une reconnaissance des médecins de la part de notre travail, qui maintenant disent OK, on voit vraiment en quoi vous êtes des partenaires et on a besoin de vous. Ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup, beaucoup changé en 15 ans. Donc, bon, on n'a pas rien fait, on a avancé. Il y en a qui sont à nos côtés pour nous aider et ils font le maximum pour nous aider. Et c'est sûr que la chef de service des diaconesses, Laure Coppel, elle a toujours été là, quoi, pour dire il faut y arriver, il faut avancer, on va trouver des sous, etc. Et je crois que c'est après une volonté politique de chaque chefferie de service, de chaque direction d'hôpital, de se dire on a besoin d'eux. Alors, moi, je suis contente parce que, par exemple, Diaconesse Croix-Saint-Simon, moi, je suis essentiellement dans le service de soins palliatifs, mais depuis quelque temps, le service de gériatrie me fait des appels du pied en me disant « Ah, Sophie, on aurait aussi besoin de vous pour Madame Machin, Monsieur là. Il a envie de raconter. » Donc, je me dis, voilà, ça bouge, mais ça bouge tellement lentement, quoi. Et puis, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, c'est vrai que ça reste financièrement quelque chose de précaire, de fragile, mais bon, je pense qu'il y a un moment où il faut accepter le fait de se dire, OK, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire connaître ce métier, et puis je sais que... Il faut construire, il faut avancer, il faut se battre. Voilà, c'est ça. Okay. On y va. Est-ce que parfois il y a des confidences, des éléments du récit que tu choisis de ne pas transmettre pour pas faire de mal? Alors... ça ne m'arrive pas. C'est-à-dire que de moi-même, je ne vais pas supprimer quelque chose. C'est à la relecture, alors? Exactement. C'est au moment de la relecture où si je vois qu'on approche du texte final et que la personne, elle laisse toujours ce passage, je vais lui dire est-ce que vraiment c'est ça qu'elle veut dire? Parce que c'est quand même un peu douloureux pour celui qui va lire. Quand je me rends compte que ça va pas être possible pour le destinataire du livre. Je pensais par exemple à une femme qui avait raconté une histoire horrible qui lui est arrivée dans son enfance à sa fille. Elle se servait du livre pour raconter l'histoire qu'elle n'avait jamais dit
en direct à sa fille. C'est quoi, un viol Exactement, c'était une femme qui avait vécu un inceste, qui avait été retirée de sa famille, voilà, élevée par les grands-parents, qui avait grandi dans un placard. Et sa fille n'était pas au courant? Et sa fille n'était pas au courant. Mm-hmm. Et elle me racontait tout ça. Et du coup, moi, j'ai décidé de dire au médecin qui la suivait, à la psychologue qui la suivait, que là, moi, j'étais en difficulté, que j'avais besoin de leur aide pour qu'ils m'aident à faire comprendre à cette femme que, certes, c'était important que sa fille connaisse l'histoire. Mais de son vivant, quoi. Mais exactement, qu'elle aurait plein de questions à poser et qu'on ne pouvait pas, comme ça, lui donner ce récit, alors sans qu'après... sans dialogue, ouais, et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Le médecin a fait sa part, la psychologue sûrement aussi. Et un jour, je me rappelle, je suis allée la voir et puis elle me dit « Oh, vous voulez pas m'emmener dans le jardin ?» Alors que d'habitude, on n'allait jamais dans le jardin. Et puis dans le jardin, je sais pas, à un moment, elle était pas très bavarde, alors que d'habitude, elle était assez loquace. Et elle me regarde, puis je lui dis, mais vous savez, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Ou on peut finir l'histoire, et puis ensuite, je sais pas, si vous ne voulez pas la donner, ou pas la donner comme ça, on peut dire que c'est pour vous que vous l'avez raconté. Et en fait, avec son texte, finalement, on l'a imprimé, on l'a relié, et puis on l'a brûlé dans le jardin. On a fait une espèce de petit rituel funéraire de son récit, avec quelques personnes autour. Voilà. Et puis après, elle a raconté comme elle pouvait à sa fille, voilà, ce qu'elle pensait qu'elle pouvait entendre. La fille avait 15 ans. Ah oui. Elle était en pleine adolescence. Okay. La mère était jeune. Et donc, je sais qu'elle a pas tout dit. Elle a dit des choses à la marraine de cette fille en lui disant, voilà, ça je peux pas lui dire maintenant, mais bon, voilà, t'auras d'autres éléments si jamais elle a des questions. Donc voilà, donc ça s'est organisé comme ça. Donc c'est vrai que je pense que c'est important d'être soucieux de ce que l'autre transmet. Ouais. Voilà. Il ne s'agit pas de faire des bombes à retardement, on n'est pas là pour ça. Il s'agit au contraire, exactement, de penser à ceux qui vont leur survivre et de les aider à avancer. Donc certes, c'est essentiel pour celui qui se raconte, mais c'est important de penser à, s'il y a une transmission, comment les autres vont avancer avec ce texte, avec ce bout d'histoire. Donc on prend soin d'eux aussi. Ouais. Et il y a une remise de livres. Ça devient quelque chose de physique. Oui. Et combien de temps il est remis, ce livre, après ? Alors... Et comment ça se passe ? Qu'il y a une cérémonie de remise de livres ? Comment ça se passe ? Ouais, oui, c'est pas rien. C'est des moments importants. Oui. Alors, je pense que... on fait pas forcément tous pareil. Alors, je vais juste dire comment moi je fais et pourquoi je fais comme je fais. Parce que j'ai un peu pensé à la chose. Moi, en général, comme j'écris au fur et à mesure que les séances avancent, ce qui n'est pas le cas de tous les biographes hospitaliers, il y a des biographes qui préfèrent faire toutes les séances et puis commencer à écrire une fois que le récit est fini. C'est plus risqué parce que si la personne, l'état se dégrade. C'est un peu... Voilà, pour ça que moi, je fais pas comme ça. Donc, en fait, très vite, le livre est prêt. Donc, quand le livre est prêt, l'imprimeur a besoin d'un petit peu de temps. D'ailleurs, on a beaucoup de chance, il faut quand même que je le dise, parce qu'on a un imprimeur qui accepte de relier gracieusement les livres des patients. Comment s'appelle-t-il ? C'est l'imprimeur officiel qui travaille pour l'hôpital, voilà, des Diaconesse Croix Saint-Simon. Il a été tellement touché par cette activité qu'il a dit non, mais moi, voilà, beau. Ça va, quoi. Donc voilà, c'est le don qu'il nous fait, lui. Et puis la relieuse, elle a besoin quand même d'une quinzaine de jours pour coudre, coller, enfin, il y a plein d'étapes différentes pour relier un livre à façon. Suivant en plus la couleur, le tissu que le patient a choisi. Donc on fait vraiment un truc sur mesure. C'est un bel objet, quoi. Ah oui, c'est un bel objet. Et donc en fait, quand il est prêt, soit si j'y arrive, je le donne au patient lui-même, ce qui est génial. Qui lui-même le transmet. Exactement. Et ça, c'est super génial, quand on y arrive. Soit on n'y arrive pas parce que il s'est dégradé, le patient s'est dégradé, qu'il est plus conscient ou qu'il est décédé. Et dans ces cas-là, moi je mets toujours mon nom dans la chambre. Je marque Sophie, biographe, avec mon numéro de téléphone portable. Donc la famille, en général, voit un peu ce qu'il y a écrit sur le tableau. Mais t'écris pas j'ai écrit un livre parce que tu penses qu'ils sont tous au courant ? Très souvent,
les patients leur en parlent. D'accord. Et quand ils leur en parlent pas, c'est pour leur faire une surprise. Alors là, du coup, j'écris rien. Je veux dire. Bah, t'écris quand même, Sophie. Non, quand c'est une surprise pour les enfants et qui veulent eux-mêmes faire la surprise de ce livre, Ils le donnent dans ce cas. ils le donnent. Mais s'ils meurent avant? Et ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé une fois. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Les 2 enfants sont venus, l'un des Alpes et l'autre d'Espagne, ou je sais plus où. Et là, je me suis retrouvée, j'arrive à l'hôpital pour donner les livres, et on me dit, Sophie, elle est décédée hier soir. Et donc, on avait appelé les enfants. Bon. Et là, je me suis dit, mais je peux pas ne pas... Ah oui. J'ai donné aux enfants, quoi. Et donc, j'ai expliqué aux enfants ce que leur mère avait fait pour eux. Voilà, pourquoi j'avais pas marqué mon nom dans la chambre, parce que vraiment, elle voulait leur donner en main propre, que c'était une surprise pour elle et qu'elle était tellement heureuse de faire ça. Et je leur ai dit, mais bon. Et donc, je me suis dit, je peux pas leur dire, bah, vous revenez dans 1 an, quoi. Donc, je leur ai donné les livres. Et sinon, en général, ce que je fais, c'est que quand les livres sont prêts, je préviens la famille. Je leur dis, voilà, les livres sont prêts. Voilà, vous prenez votre temps, vous venez quand vous voulez, quand vous vous sentez prêt, on peut se retrouver à l'hôpital. Si vous voulez pas venir à l'hôpital, on se retrouvera en ville, dans un café, où vous voulez. Et à ce moment-là, je vous donnerai le livre. Quand ils viennent à l'hôpital, j'essaye d'embarquer avec moi un soignant. Souvent, il y a un infirmier ou quelqu'un qui s'est bien entendu avec le patient, ou avec la famille. Ça aide aussi le soignant à s'apaiser par rapport au potentiel. Et donc, du coup, on est ensemble pour donner le livre. Et dans ce moment-là, moi, je raconte un peu dans quel état d'esprit la personne a raconté. Voilà. Tu fais les coulisses. Voilà. Je parle des coulisses. Ouais. Exactement. Okay. Mais ça m'est arrivé, il y a 1 an et demi, de remettre un livre à une petite fille de 13 ans qui avait perdu son papa. Et sa maman m'a dit, écoutez, je crois pas qu'on va venir à l'hôpital, ça va être compliqué. Et je lui dis, vous me dites juste où vous voulez qu'on se retrouve, quoi. Et elle m'a dit, écoutez, métro Alésia, l'hippopotamus, c'est là que ma fille a envie, je sais plus, c'est l'hippopotamus, oui, c'est ça, elle voulait manger des frites. Donc voilà, entre un cornet de frites et un morceau de viande, on a parlé, livre, le travail que son papa avait fait pour elle. Donc, moi, je pense que c'est important, c'est eux qui cheminent dans leur... Ceux qui choisissent leur timing. Voilà. Il faut juste qu'ils sachent que quand ils ont envie, quand ils sont prêts, s'ils ont besoin de ce récit très tôt, je vais pas leur dire non. C'est voilà. Donc. Et toi, tu les conserves chez toi, ces livres? Non, ils sont à l'hôpital. J'espère juste, par exemple là, actuellement, j'en ai 2. Que pour l'instant, la grand-mère est pas venue chercher. C'est pour ses petits-enfants. La grand-mère a perdu sa fille. Et donc, les livres ont été écrits par la mère pour ses enfants. Et j'espère que la grand-mère va enfin se décider à oui, parce que tu peux pas forcer. Tu non. peux pas arriver à forcer. Je pense que pour l'instant, elle n'a pas encore réussi à parler des livres à ses enfants. Donc, pour l'instant, ils sont là. C'est pas facile pour moi de les voir parce que je me dis... est-ce que ça bloque à cause de la grand-mère? Est-ce que ça bloque à cause des enfants? Bon, je sais pas. Et là, tu peux pas téléphoner et tu restes à Alors, de temps en temps, je l'appelle pour prendre des nouvelles, comment vont les garçons, voilà. Bon, voilà, je sais qu'un jour ils viendront, ou elle viendra, ou ils viendront tous les 3, je sais pas. Mais peut-être qu'ils ont... Ouais, ils ont 13 et 15 ans, donc ils sont petits encore, donc peut-être que c'est encore un peu tôt, quoi. Et ils ont pas de père? Non. Parce que leur papa a une maladie neurodégénérative et donc est dans un hôpital et ne peut pas s'occuper d'eux, en fait. Donc ils sont avec la grand-mère. Okay. Oui, il y a des gens et il y a des histoires, livres qui n'ont jamais été récupérés? Ça m'est arrivé une fois, effectivement, il y a très 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 longtemps, quand je travaillais à Lille, d'avoir le livre d'un patient qui avait une vie très cabossée. Et quand j'ai appelé sa femme pour lui dire, écoutez, voilà, votre mari a fait ça, ce livre, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on trouve un moment? Et là, c'était horrible. Elle m'a dit, écoutez, il m'a fait chier tout le temps où il était vivant et encore maintenant il vient m'emmerder alors qu'il est mort, ça commence à bien faire. Gardez-le, votre livre, quoi. Voilà. Bon. Donc, je lui ai dit, mais je crois que vous avez une fille, peut-être pour votre fille. Enfin, voilà, j'ai fait tout mon possible et effectivement, j'ai appelé la fille et qui était à la montagne en train de faire du ski. Bon. Et elle m'a dit, écoutez, je vous rappellerai en revenant de mes vacances, puis j'ai jamais eu de nouvelles. Ouais. Et là, bon, voilà, j'ai ce livre, mais je me dis, voilà,
Peut-être qu'un jour, elle se Peut-être réveillera. qu'un jour, elle se réveillera. Pour l'instant, je suis dépositaire de ça. Je les emmène pas, je garde pas de double des livres. Ouais. Voilà. Moi, je garde juste le PDF parce que je me dis si jamais un jour il est perdu ou je sais pas, dans l'incendie d'un appart ou je sais pas quoi, voilà, que tout ne disparaisse pas. Ouais. Mais je les mets pas dans ma bibliothèque. Je veux dire, voilà, c'est pas ça. C'est pas mes livres, c'est pas à moi. Moi, je suis juste là pour, voilà, transmettre. Mais bon, quand il y en a un qui reste bloqué dans le tuyau, là, comme celui-là, j'aime pas beaucoup, quoi. Bah ouais, c'est comme si tu n'avais pas allé au bout du chemin de la transmission. Ouais, c'est ça. Puis après, je me dis, je connais pas l'histoire de ce monsieur non plus, hein, donc je suis pas là pour vérifier la véracité des dires des patients. Donc, il a raconté quelque chose, voilà, après, on sait pas non plus. On sait pas. Dernière question, Sophie, si quelqu'un accompagne un proche en fin de vie et nous dit j'arrive pas à dialoguer, j'arrive pas à lui dire, comme tu as pu avoir des personnes qui avaient du mal à se dire des choses essentielles, qu'est-ce que tu lui dirais? Si la personne n'arrivait pas à raconter... Si quelqu'un qui veille son proche en fin de vie et elle aimerait, comme cet enfant, poser des questions, enfin tu vois, d'essayer, ou en tout cas de dialoguer et n'y arrivait pas. Alors, je pense que si elle n'y arrive pas, parce qu'elle est vraiment prise par l'émotion et que ça la rend trop triste, je pense que c'est important soit de passer par quelqu'un d'autre, pourquoi pas un biographe, s'il y a un biographe à l'hôpital, dans ces cas-là. Les biographes se déplacent aussi à la maison, hein, on a aussi des biographes hospitaliers qui vont à domicile. Ou peut-être... suivant l'âge qu'elle a et la maturité qu'elle a, cette personne, de lui dire de elle raconter. Moi, je vais te raconter ce que j'ai vécu avec toi. Et je vais te faire ce cadeau-là, de te dire ce qu'on a fait ensemble, ce que j'ai aimé, les souvenirs que j'ai avec toi. Et peut-être, voilà, parce que ce qui compte, c'est que la parole circule. Et peut-être qu'à un moment donné... voilà, de se déplacer, de se dire, moi je suis un proche, il est bloqué, il n'y arrive pas, moi je vais lui dire. Voilà, tu sais, ça m'est arrivé une fois d'entendre quelqu'un qui n'a pas raconté pour sa femme, mais sa fille a eu dans l'idée, moi j'ai trouvé incroyable, de demander à tous les amis de ce monsieur d'écrire quelque chose à son père sur ce qu'ils avaient partagé avec son père. Et donc monsieur qui était en fin de vie. Exactement. Cet homme a reçu des tas de lettres de tous ses copains à droite à gauche qui lui ont dit « Alors écoute, moi je me rappelle, tu sais, c'était ci, c'était là ». Chacun a raconté son petit bout d'histoire et lui est rentré en correspondance avec chacun de ses copains qui racontait. Et je me suis dit, finalement, elle a eu une idée géniale, cette fille. Voilà, elle a utilisé ce qu'il y a de plus important dans la biographie, qui est tisser le lien, retrouver cette rencontre, être en vérité avec l'autre. Elle l'a déplacé parce qu'elle voyait bien que le père n'arrivait pas à raconter. C'était trop compliqué, en fait, pour cet homme. Et du coup, il est rentré comme ça en relation avec tous ceux qui ont fait son histoire. Alors, c'est vrai que la fille m'a dit quand même... elle a envoyé le récit à tous les copains qui avaient participé à cette longue correspondance. Elle m'a dit quand même que pour l'épouse, ça n'avait pas été très facile. Parce que du coup, elle avait peut-être pas autant de place qu'elle aurait pu avoir si ce monsieur avait écrit pour sa femme ou pour sa famille directe. Ouais. Mais en même temps, voilà, c'est ça qu'il était en mesure de faire. Et je pense qu'avec le temps, elle se rendra compte qu'il pouvait pas faire autrement et que c'était peut-être la meilleure façon pour l'accompagner, lui. Mais c'est sûr que, voilà, lui, effectivement, ils s'y sont pris comme ça. Et moi, j'ai trouvé que c'est très inventif, quoi. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à raconter, peut-être que c'est aux autres à raconter, autour. Voilà, ce qu'on a vécu ensemble. Et ça peut être des choses très différentes. Je veux dire, je sais pas, un voyage en voiture où on se parle pas. À un moment, on s'est amené à la gare, des au revoir, des anniversaires, des rendez-vous ratés, des lapins posés, des engueulades, que sais-je. Oui, bien sûr. Mais quelque chose qui dit l'attention qu'on se porte l'un à l'autre. Voilà.
C'est important. Merci beaucoup, Sophie, de ce partage. Merci à toi. J'ai un petit rituel en fin d'épisode, parce qu'on a lancé un jeu chez Happy End qui s'appelle 2 minutes de bonheur pour une Happy End, qui invite justement à dialoguer dans la toute fin de vie, sur la fin de vie. Hein. Mais bon, moi j'y joue avec mes enfants, tu vois, qui sont des ados, par exemple. Et donc je vais t'inviter à tirer une carte. Alors... Attends, j'ai peur d'abîmer le paquet. Ouais, je veux bien. Tu vas pas l'abîmer. Parce qu'il y a un petit scotch, peut-être. Ouais. Ok. Tiens, regarde. Waouh, très joli. Oui, il est très beau. Comment choisir? C'est difficile. On a le droit qu'à une seule. Ouais, on a le droit qu'à une seule. Est-ce que c'est toutes les mêmes? Ah non. Ok. Pas du tout. Sinon, ce serait pas un jeu de cartes. Si, j'adorerais. Ok, bon, j'y vais. Alors, on va dire celle qui reste collée à l'autre, là. Hop là, viens là, toi. Oh là là, mais c'est très compliqué. Alors, il est écrit, je décris ma plus grande réussite. Alors, moi, j'aurais envie de dire, ma plus grande réussite, elle est à venir. Mais c'est un peu beauté en touche, hein, conscience. Alors, je vais pas, voilà. Je vais pas, non, voilà. Je dis ça en premier, histoire de régler le truc, mais je suis consciente que je détourne un peu le regard. Je dirais que ma plus grande réussite, c'est quand je vois dans le regard de l'autre des yeux très brillants, alors, est-ce que c'est de bonheur, de joie, d'apaisement, d'avoir réussi à faire quelque chose qu'ils pensaient jamais faire? Voilà. Et de dire, voilà, on a fait ça ensemble. Et je suis pour quelque chose, probablement. Et bien, grâce à cette rencontre, on l'a fait ensemble. Ouais. Voilà. Et moi, je me dis, là, c'est un check, quoi. Hein, comme font les gosses, là. Check. Voilà, on pourrait faire comme ça. Check. Donc ça, j'adore. Ça, c'est pour moi. Et je rentre chez moi et ça me tient, quoi. J'ai du mal à m'endormir. Je suis pas contente. Je raconte à tout le monde. Tu te rends pas compte. J'ai rencontré un tel. C'est incroyable. Je raconte pas ce que les gens me disent, mais juste, voilà, ce moment. C'est de vérité, exactement. D'accouchement, un accouchement, une un peu comme quand on dit à l'autre, tu comptes pour moi, quoi. Voilà, ce qui vient de se passer, ça compte pour moi. Donc, voilà, ça, c'est beau. Merci, Sophie. Merci à toi. Donc, elle n'était pas devant toi, elle existe déjà, cette plus grande réussite. Du coup, j'ai envie de tous les lire. Non, mais je vais pas tricher. Mais je peux la montrer quand même. J'ai pas triché, hein. J'ai pas inventé la question. Voilà. Super. C'est beau de faire ça, c'est génial. Écoute, on est hyper contente. Justement, il circule en EHPAD et mais ouais, c'est bien. Dans les soins palliatifs et tout ça, c'est un bel outil de dialogue. Il en faut pour aider. Et peut-être, voilà, pour quelqu'un qui a du mal à raconter, pourquoi pas prendre ce jeu de cartes. Bien sûr. Voilà. T'as raison, on aurait pu le citer. Voilà. Après, on peut dire joker, hein, parce que peut-être qu'il y en a qui sont un peu... Ah si, ce qu'on pourrait cuisiner en pensant à moi... Ah si, j'ai des idées. Oui, voilà, je pense que si on dit à l'autre, t'as le droit de dire joker, ça vaut la peine, quoi. Oui, de toute façon, on a le droit de dire joker. Ouais. Merci, Sophie. Merci à toi, merci Sarah.